Bienvenue dans Le Monde selon l'IFRI, un podcast de l'Institut français des relations internationales. Je suis Marc Ecker, directeur exécutif de l'IFRI et rédacteur en chef de la revue Politique étrangère. L'objectif de ce podcast est de vous donner un aperçu de la richesse de la production de l'IFRI et de transmettre des clés de compréhension du monde dans lequel nous vivons. Pour cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Thomas Gomard, directeur de l'IFRI, qui a dirigé une étude intitulée « Europe-Russie, évaluation des rapports de force ». 5 chercheurs de l'IFRI ont contribué à ce travail, richement illustré, qui a également bénéficié de l'apport d'un comité de pilotage composé des directeurs de 9 think tanks européens et de 2 experts qualifiés. L'originalité de cette étude est qu'elle ne se contente pas d'analyser le rapport de force Europe-Russie sous un angle militaire. Elle utilise la méthodologie du Net Assessment, que vous allez nous expliquer dans quelques instants. Sa conclusion principale est que les pays européens disposent du potentiel nécessaire, notamment économique et technologique, pour faire face à la Russie à l'horizon 2030, à condition bien sûr d'en avoir la volonté politique. Thomas, bonjour et merci d'avoir accepté de revenir à ce micro. Bonjour Marc, merci pour l'invitation. Pour commencer, pourriez-vous s'il vous plaît expliquer à nos auditeurs la genèse de cette étude et la méthodologie employée ? Alors, la jeunesse tient au contexte diplomatique puisque ce travail trouve son origine dans la réunion des SHODS. Les SHODS, ce sont les chefs d'état-major européens qui ont été réunis à Paris en mars 2025 par le chef d'état-major Thierry Burkhardt à l'époque, son homologue britannique, l'amiral Ardakin, ainsi que par la directrice générale des relations internationale et de la stratégie, Alice Ruffo, depuis ministre délégué. Et à cette occasion, j'avais fait une présentation sur la nécessité de réfléchir au fond au rapport de force entre la Russie et l'Europe, constatant que la question russe, pour reprendre une formulation historique, était plus présente et que surtout elle allait gagner en importance compte tenu de la reconfiguration transatlantique à laquelle on commençait à assister. Donc à partir de là, on s'est lancé effectivement à l'IFRI dans ce travail de Net Assessment qui a mobilisé à l'IFRI Dimitri Menich, Elie Tenenbaum, Tatiana Castouille-Vajan, Marc-Antoine Elmalzega et Paul Maurice, et on s'est appuyé sur un comité d'orientation qui réunit 11 think tanks européens. L'idée était de travailler en fait en européen, pour reprendre un terme assez connu, sur ce Net Assessment. Alors c'est quoi le Net Assessment ? Au fond, c'est assez simple, hein. C'est l'idée sur laquelle on observe de manière clinique les forces et faiblesses des deux objets qu'on examine, dans l'espèce l'Europe, qu'on définit dans l'étude comme les pays européens de l'OTAN et la Fédération de Russie. Donc il y a ces deux objets. On n'étudie pas l'Ukraine en tant que telle, alors qu'évidemment c'est un sujet extrêmement important, mais dans le cadre de l'étude, on a décidé de la mettre de côté, et on se concentre sur 4 aspects. Les aspects économiques, les aspects militaires, les aspects politiques et sociétaux, et enfin les aspects de positionnement international. Et pour chacun de ces aspects, on établit les forces et faiblesses des deux protagonistes. Et vous l'avez fait en vous appuyant sur des sources ouvertes, notamment russes, pour ce qui est de la Russie, et puis en faisant circuler ce que vous appelez un survey auprès des directeurs de think tanks, c'est ça ? Oui, c'est très juste. Alors, c'est exclusivement des sources ouvertes, hein, et beaucoup de sources russes, ce qui d'ailleurs n'était pas un point d'unanimité dans le cadre du comité d'orientation. C'est-à-dire certains de nos collègues européens considéraient qu'il était pas forcément judicieux de recourir à des sources russes, mais j'ai fait un choix tout à fait délibéré de lire aussi beaucoup en russe. Évidemment, Tatiana Castouille-Vajan et son équipe se sont mobilisés en ce sens, parce que ça me semble important d'essayer de trouver et de comparer les données qui sont produites par la Russie par rapport à celles qui sont produites par les pays de l'Union européenne. Et puis, on a envoyé effectivement un questionnaire au départ du projet aux membres du comité d'orientation. Et puis, dans la phase de rédaction qui a été postérieure aux événements de l'été, c'est-à-dire au sommet d'Anchorage, on a actualisé au fond ce questionnaire avec la lecture qui pouvait être la leur de ce sommet d'Anchorage, qui a évidemment modifié
la perception qu'on peut avoir du rapport de force entre l'Europe et la Russie. Dès sa publication le 4 novembre, cette étude a suscité beaucoup de réactions médiatiques et une partie de la presse s'est focalisée sur le chapitre consacré aux aspects militaires et plus spécifiquement sur la sous-partie terrestre. Or, dans le domaine terrestre, l'armée russe dispose de l'avantage de la masse et de la capacité à endurer un niveau de perte élevé. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi cette focalisation sur le domaine terrestre ne reflète que partiellement et imparfaitement le rapport de force entre l'Europe et la Russie ? Ce qui est intéressant quand on produit un travail de recherche, c'est de voir comment il est lu différemment une fois qu'il va dans l'espace informationnel, qui est un espace de perception et où chacun lit aussi les choses ou les présente selon le prisme qui est le sien. Donc je pense que ce qui est frappant dans la réaction à cette étude, c'est d'abord l'intérêt. L'intérêt pour ce sujet qui s'explique probablement par le contexte. Il y a un certain nombre de travaux qui vont en ce sens, c'est-à-dire qui cherchent à faire un travail de prévision comme nous le faisons à l'IFRI. Et puis, il y a probablement aussi, c'est un sujet qui préoccupe, qui suscite beaucoup d'appréhension, voire de peur. Je crois qu'il faut dire les choses assez simplement et que de ce point de vue-là, effectivement, quand on arrive aux questions militaires, eh bien, on se rend compte avec la guerre d'Ukraine que c'est plus du tout quelque chose d'éthéré, de distant, comme peut-être on a pris l'habitude de le penser en Europe. Donc j'explique l'importance accordée aux questions militaires par le fait que si les Européens ne sont pas en guerre, il faut toujours le rappeler, la Russie se livre au fond à une sorte d'ineptie militaire en Ukraine, dans la mesure où son taux de perte, tout à fait inattendu, je rappelle qu'au départ, la campagne d'Ukraine en février 2022 devait être une opération militaire spéciale qui s'est transformée au fil des mois en guerre d'attrition avec des conséquences extrêmement douloureuses évidemment pour l'Ukraine, pour les forces armées ukrainiennes, mais aussi pour les civils ukrainiens, mais que ce taux de perte, qui est très difficile au fond à concevoir pour les Européens dans leur logique, je dirais postmoderne d'une certaine manière, traduit la sourde détermination de la Russie. Et donc je pense que le traitement médiatique réservé à l'étude s'explique en partie par cela. Et puis ensuite, il y a aussi toute une lecture qui a insisté sur le fait que ce rapport est une tentative, on l'espère évidemment réussie, mais de voir large et de montrer qu'un rapport de force doit s'apprécier en fonction des 4 domaines que j'ai précédemment décrits. Et il y a aussi une dimension prospective dans ce rapport, puisqu'à l'horizon 2030, et en termes militaires quand même, ça fait penser évidemment à la revue nationale stratégique et ce qui est évoqué sur l'hypothèse d'un engagement majeur à l'horizon 2030. Alors absolument, le choix de 2030 s'explique par 3 raisons. Bon, d'abord, c'est quand même un horizon 5 ans où on trouve un certain nombre de données crédibles. Après, quand on tire des courbes au-delà de 5 ans, c'est quand même plus difficile à valider. La deuxième raison, vous l'avez rappelé Marc, c'est le point 7 de la revue nationale stratégique et qui place 2030 comme l'horizon au fond de préparation des forces. Et puis la troisième raison, c'est que 2030, ce sont les prochaines élections russes en Russie. Vladimir Poutine, après la réforme constitutionnelle de 2020, pourra se représenter en 2030 et s'il était réélu, rester jusqu'en 2036. Et donc, c'est aussi intéressant d'avoir cet horizon côté russe, puisque quel que soit le choix qu'il fera, il y aura forcément aussi des effets de cette élection présidentielle et en Russie et en Europe. Au-delà du champ militaire, cette étude se penche sur différents secteurs et vous l'avez rappelé, le premier chapitre est dédié aux questions économiques. Et il montre que la Russie a initialement mieux résisté que prévu aux sanctions, mais que l'économie russe est désormais guettée par la stagflation. A l'inverse, on constate que, au départ, en 2022, l'Europe a été évidemment très touchée par l'inflation dans le secteur énergétique qui a pesé sur la compétitivité de son industrie. Mais depuis, l'UE a su diversifier ses approvisionnements énergétiques et l'inflation a été maîtrisée. Que peut-on dire plus précisément du rapport de force économique entre l'Europe et la Russie ? Alors, la première partie de l'étude a été rédigée par Marc-Antoine Elmazega, qui dirige le centre énergie-climat de l'IFRI, et sans surprise, s'est focalisé sur les questions énergétiques qui ont, au fond, structuré la relation économique entre
l'Union européenne et la Russie. Je rappelle que avant la rupture de 2014 et a fortiori celle de 2022, l'Union européenne était le premier partenaire économique de la Russie, hein, plus de 50% de ses échanges extérieurs, et que la Russie était le troisième partenaire économique de l'Union européenne. Donc ce qui s'est passé en termes géoéconomiques est tout à fait majeur en termes de déconnexion en fait, énergétique entre les deux parties, des connexions qui remontent aux années 60 et au début des années 80 avec la mise en place des approvisionnements gaziers par gazoduc au début des années 80 qui avait donné lieu aussi à, dans un contexte stratégique extrêmement tendu, la crise des euromissiles, qui avait donné lieu à un débat transatlantique extrêmement vif. Bon. Donc cette partie est très concentrée sur les questions énergétiques compte tenu de l'expertise de Marc-Antoine Elmasega. Elle traite moins les aspects financiers. C'est une dimension qui mériterait d'être creusée dans l'actualisation de ce travail. Mais ce que montre Marc-Antoine Elmasega, c'est que, évidemment, cette déconnexion énergétique a été très coûteuse pour les pays européens. C'est traduit par l'inflation, c'est traduit par des difficultés industrielles, mais ne s'est pas traduit par un blackout ou par des ruptures d'approvisionnement comme espéré par les autorités russes, et ne s'est pas traduit par une désunion européenne comme espéré par les autorités russes. Donc ça, c'est un point, je dirais, à mettre au crédit des Européens dans leur capacité d'adaptation à une crise majeure, encore une fois très onéreuse, très difficile à gérer. Ils ont surmonté cette crise, et ce faisant, là aussi, c'est ce sur quoi insiste Marc-Antoine Elmasega, c'est que ils ont pivoté dans le bon sens, celui de la transition énergétique et de l'électrification, avec une accélération du retour du nucléaire, avec aussi une accélération des déploiements des renouvelables, qui permettent aujourd'hui aux pays européens d'absorber davantage, d'être mieux positionnés par rapport à une industrie bas carbone, et surtout de poser un problème assez fondamental à la Russie sur elle-même son propre modèle énergétique. C'est-à-dire que la perte du marché européen pour la Russie en termes gaziers, en termes pétroliers, les choses se posent un peu différemment compte tenu de la liquidité du marché pétrolier, mais n'est pas compensée, et qu'au fond, cette crise montre fondamentalement la différence de modèle entre une Union européenne qui continue à attirer des investissements, qui a fait ce pivot, qui reste dans une optique d'ouverture et d'intégration complète aux mécanismes financiers et commerciaux internationaux, et une Russie qui fondamentalement n'investit que pour la guerre. Une autre partie de l'étude est consacrée au champ politique. Le système autoritaire mis en place par Vladimir Poutine paraît verrouillé. Dans votre perspective de net assessment, un tel système verrouillé et autoritaire est-il une force ou une faiblesse pour la Russie ? C'est une force quand il s'agit d'envoyer des milliers d'hommes à la mort. C'est ça la principale force. C'est-à-dire que la manière dont la Russie combat, si on compare, hein, évidemment, les situations de départ n'ont rien de comparable, mais si on compare l'efficacité militaire de la Russie et celle d'Israël, on se rend compte, on est pris de vertige, en quelque sorte. Donc ça permet d'envoyer les gens à la mort. Ça permet, au fond, de construire un récit de cette guerre qui est celui proposé par le président Poutine. J'ai l'habitude de dire qu'il est devenu l'historien en chef du pays. Et ce qu'il propose, au fond, c'est la continuation de la Grande Guerre patriotique, dans une sorte de cycle de victimisation dans lequel la Russie serait inscrite à jamais. Il y a un côté éternité, au fond, qui est proposé par Vladimir Poutine aussi dans son souhait de rester au pouvoir et d'avoir organisé les choses en ce sens. Donc ça permet ça, essentiellement. Ça permet à un homme et un petit groupe de décider d'envahir l'Ukraine, comme la décision a été prise en février 2022 ou quelques semaines avant. Du côté européen, évidemment, on est souvent irrité par la lenteur, par la discussion, par la procrastination à certains égards, ce qui est évidemment
à relever et ce qui fragilise l'Union européenne ou peut avoir tendance à la décrédibiliser. Mais ce que montrent bien les parties écrites par Paul Maurice et Tatiana Castouille-Valant, c'est que les Européens ont, à la faveur de cette crise, de ce conflit en Ukraine, maintenu leur unité et aussi fait preuve d'une certaine plasticité, c'est-à-dire une capacité à inventer des formats ou des concepts. Je pense à la coalition des volontaires, par exemple, qui traduisent le fait que je pense qu'ils ont compris à quel point ils ne pouvaient pas se détourner de l'issue de la guerre d'Ukraine. La partie sur la société russe montre que le pouvoir a su domestiquer la société par un mélange de carottes et de bâtons. Il y a également des considérations démographiques. La démographie de la Russie est en berne, encore plus que celle de l'Union européenne. J'imagine que cela va peser sur le rapport de force à l'horizon 2030. Ce qui est certain à l'horizon 2030, c'est que, et je pense que c'est quelque chose qu'on a du mal à estimer en Europe, mais ce sont les conséquences extrêmement profondes auxquelles il faut s'attendre sur le corps social russe et sur le corps social ukrainien. C'est-à-dire quand on inflige à des sociétés un tel degré de violence, ça infuse ensuite pour, j'allais dire, plusieurs décennies. Non. Je rappelle qu'en Afghanistan, les Soviétiques ont 15 000 morts et que ça provoque le mouvement des mères de soldats, qui a été surtout ensuite repris aussi pendant la première guerre de Tchétchénie. Et on n'est plus du tout dans la même échelle. Non, et il n'y a pas de mouvement de mères de soldats. Non, il n'y a pas de mouvement de mères de soldats. Alors ça aussi, c'est très bien expliqué dans l'étude. C'est que l'étude reprend une formule qui a pas mal circulé. Il y a une forme de keynésianisme militaire, en fait, qui s'est mis en place, c'est-à-dire ou d'économie de la mort, au sens où c'est une guerre qui fait qu'on paie mieux les gens qui vont se faire tuer que on ne valoriserait leur travail dans une économie normale. C'est aussi ça ce que révèle la guerre d'Ukraine pour le modèle russe. Donc de ce point de vue-là, je pense que l'aspect démographique, il faut surtout essayer de l'anticiper sur, en fait, quel va être le rôle des anciens combattants politiquement, notamment en Russie et en Ukraine. Et ça, c'est une question, à mon avis, décisive pour essayer d'anticiper la trajectoire que prendront les deux pays. La question se pose, alors je l'ai dit précédemment, on ne traite pas de l'Ukraine, mais se pose évidemment aussi pour l'Ukraine. Et qu'est-ce qu'on peut anticiper pour la Russie à ce niveau-là ? En fait, on peut anticiper deux choses. Ou un poids très fort politiquement demandé, exigé par les gens qui ont combattu et qui est aujourd'hui encouragé par les autorités du Kremlin qui veulent utiliser la guerre pour créer de nouvelles élites. Ça, c'est un discours qui est construit. Donc, c'est une option, au fond, où il y a une valorisation, une traduction politique, donc dans une veine très nationaliste, ce à quoi on peut s'attendre, et de respect par rapport à ces pertes et de manière d'alimenter le patriotisme russe, qui est toujours quelque chose d'extrêmement profond, qu'on a du mal aussi à apprécier en Europe. Puis il y a une deuxième option. Moi, j'ai fait mes premiers séjours en Russie, où je voyais dans le métro moscovite, dans les années 90, la manière dont les anciens combattants de Tchétchénie ou des guerres impériales post-soviétiques n'étaient pas pris en charge par la communauté et donc réduits à la mendicité. Donc c'est peut-être aussi ça qu'il faut avoir à l'esprit, c'est-à-dire la manière dont ensuite la Russie va être capable, même question pour l'Ukraine encore une fois, de s'occuper de ces vétérans. Est-ce qu'on voit déjà poindre ces nouvelles élites ? Je pose la question notamment parce que je le disais, l'étude est très richement illustrée et il y a notamment un graphique qui montre l'entourage de Vladimir Poutine. Et ce qui m'a frappé, c'est la moyenne d'âge qui est élevée. Est-ce qu'on peut à terme voir émerger de nouvelles têtes ? C'est le souhait du Kremlin dans le discours, c'est pas ce qu'on observe. C'est pas ce qu'on observe pour une raison assez simple, c'est que le système Poutine est un système de loyauté personnelle très fort et qui repose sur une logique d'enrichissement. Et donc le contrôle de la rente et la guerre, la continuation de la guerre fait partie de cette rente, est extrêmement contrôlé. L'accès à cette rente est évidemment extrêmement contrôlé.
Donc, qu'il y ait des figures militaires qui émergent, c'est possible. Après la chute de l'URSS, on peut se souvenir de l'importance politique qu'a eu le général Lebed, par exemple. Donc, peut-être qu'il faut s'attendre à des figures qui ensuite joueraient un rôle politique, mais pour l'instant, je ne les vois pas poindre, et on a un système qui reste complètement placé sous l'autorité de Vladimir Poutine. La dernière partie de l'étude est dédiée à la comparaison du positionnement international de la Russie et de l'Union européenne. La Russie apparaît aujourd'hui très dépendante de la Chine. Par ailleurs, Moscou n'a pas su sauver le régime de son allié Bachar el-Assad, ni protéger l'Iran des frappes israéliennes, ni même endiguer le développement du djihadisme au Sahel. Peut-on dire que si la Russie n'est pas isolée, elle est néanmoins affaiblie ? Alors, pour répondre à votre question, Marc, il y a un manque, si je peux me permettre, c'est qu'un des éléments les plus frappants de cette guerre d'Ukraine, c'est qu'il y a 4 belligérants, l'Ukraine, la Biélorussie, la Russie et la Corée du Nord. Ça, c'est quand même une rupture historique tout à fait majeure. Nous avons eu des troupes nord-coréennes qui se sont battues dans la région de Koursk et qui ont apporté un soutien décisif aux armées russes. Et donc, cette guerre d'Ukraine révèle effectivement une sorte de coalition des volontaires côté russe qui a associé, en termes militaires directs, l'Iran et la Corée du Nord à la Russie, et en termes politiques, un soutien politique et économique de la Chine qui ne s'est pas démenti depuis le départ. C'est-à-dire que la Chine défend les principes d'intégrité territoriale et de respect du droit international, sauf quand ça concerne l'Ukraine, en réalité. Donc ça, c'est effectivement frappant de constater que cette guerre aboutit à l'arrivée d'un pays comme la Corée du Nord comme acteur de sécurité européenne, à une asymétrie qui n'a cessé de s'accentuer entre la Russie et la Chine compte tenu désormais des rapports économiques entre les deux pays, et en même temps à une forme de succès diplomatique de la Russie qui est parvenue, en dépit de son enlisement militaire, qui est parvenu à produire un discours, on va dire, anti-occidental, qui trouve un large écho au titre de cette notion de double standard, large écho renforcé après le 7 octobre. C'est-à-dire qu'au fond, l'argumentaire russe a consisté à dire écoutez, on ne comprend pas très bien, les Occidentaux sanctionnent la Russie, sanctionnent l'Iran, sanctionnent la Corée du Nord, ne cesse de les sanctionner. Quand est-ce qu'il y aura des sanctions des pays occidentaux contre Israël compte tenu de son attitude en Cisjordanie? Bon, et ça, évidemment, ça trouve un écho extrêmement large dans le subglobal, et c'est un point qu'il faut évidemment relever. Oui, et vous mentionnez le Sud global, mais dans l'étude est mentionné aussi le concept de Sergueï Karaganov de majorité globale. Donc la Russie rappelle qu'elle fait partie de la majorité, en fait. Oui, alors ça, c'est aussi, je trouve, une prouesse de la diplomatie russe, c'est-à-dire que j'avais qualifié cette guerre d'Ukraine en mai 2022 de guerre coloniale sous protection nucléaire. Le talent de la diplomatie russe, c'est de ne pas apparaître comme une puissance coloniale, en particulier par rapport aux pays africains, dans la mesure où l'Union soviétique a appuyé les mouvements de décolonisation et a su maintenir des liens avec un certain nombre de pays africains pour lesquels cet argument consistant à dire la Russie a une attitude impérialiste vis-à-vis de l'Ukraine est un argument qui ne porte pas du tout, et ce qui a d'ailleurs conduit les Européens à envoyer des pays d'Europe centrale et orientale en forme d'émissaires en disant nous n'avons pas eu historiquement un passé colonial, et donc nous pouvons en revanche vous expliquer ce qu'a été le joug russe pour nous. Bien, ce sont des manœuvres qui ont produit assez peu d'effets en réalité, parce qu'encore une fois, la diplomatie russe est parvenue à imprimer ce message. Thomas Gomard, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Chers auditeurs, je vous recommande vivement de lire l'étude dirigée par mon invité, intitulée, je le rappelle, Europe-Russie, évaluation des rapports de force. Vous la trouverez bien sûr sur le site ifri.org. Par ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner au Monde selon l'Ifri sur votre plateforme préférée et à suivre l'Institut français des relations internationales sur les réseaux sociaux. À bientôt pour un prochain épisode.